Bonjour, je suis Christopher Fernandez-Prada, professeur en parasitologie de la faculté de médecine vétérinaire et aujourd'hui on va discuter les différents tests en parasitologie et les résultats que vous allez retrouver une fois les lames sont analysées. Donc si vous êtes plus intéressé à savoir comment préparer un échantillon et le processus de préparation des lames, je vous invite à écouter la première capsule. Mais sinon, cette deuxième capsule, on va voir l'importance relative des différents parasites et comment faire une interprétation plus précise de votre résultat de laboratoire. Une chose très importante quand on fait des tests en diagnostic en parasitologie, c'est savoir qu'il y a différents facteurs qui vont affecter l'interprétation des résultats. Le premier des facteurs très importants, c'est l'âge de l'animal. Donc, c'est plus fréquent de trouver des jeunes animaux très parasités. Donc, par contre, si on trouve des adultes avec le même niveau de parasitisme que les jeunes animaux, peut-être on aurait un grave problème de parasitisme. Un autre facteur aussi important, c'est l'époque de l'année. Donc, on va voir un peu plus tard comment les climats, la lumière, les stations vont influencer la présence des parasites chez nos animaux. Aussi, c'est très important de savoir si on travaille avec des animaux en pâturage ou des animaux en bergerie, parce que les animaux en pâturage vont être plus en contact avec des vers, donc on va trouver des parasites comme un Moncus contortus. Par contre, chez les animaux à l'intérieur, il n'y a pas d'accès aux parasites et aux vers, donc on va trouver surtout des parasites protozoaires qui sont aussi dangereux et on est en train de les faire moins attention que les parasites qu'on trouve sur le pâturage. Une autre chose très importante, c'est savoir que les parasites normalement sont distribués d'une façon hétérogène dans ces populations d'animaux. De cette façon-ci, on peut voir qu'un système des animaux vont héberger autour de 80% des parasites totaux qu'on va trouver dans les troupeaux et on va voir une sixième partie du troupeau qui va avoir presque pas de parasites et les restes des parasites donc, vont être répartis dans les autres 4/6 du troupeau. Donc ça montre l'importance de bien choisir les animaux qu'on va tester pour éviter de rater des présences de parasites. La nature de ces échantillons va influencer énormément les résultats que nous allons avoir au laboratoire. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien connaître la biologie des différents parasites que nous pouvons retrouver soit en bergerie ou au champ. Pour illustrer un peu comment ça fonctionne le cycle de vie des parasites au champ, on va parler maintenant du cycle de vie des Moncus contortus, donc un des problèmes les plus importants chez les moutons. Si vous regardez le diagramme que vous présente ici dans la vidéo, on peut voir comme un petit mouton qui est en train de brouter l'herbe va prendre des larves 3 du parasite, donc un ver rond, un hématote, un Moncus contortus. Donc les larves 3 vont être avalées et vont arriver à la caillette où ils vont se développer en larve 4 et vont arriver jusqu'à l'état d'adulte. Au moment où les adultes s'accouplent, donc les femelles et les mâles vont s'accoupler, les femelles vont commencer à pondre des œufs. C'est les œufs qui vont être éliminés avec les sels qu'on va être capable de détecter au laboratoire. La connaissance des cycles de vie des parasites nous amène logiquement à comprendre aussi les limitations des tests diagnostiques. Un des plus importants, c'est que le nombre de œufs qu'on retrouve dans les échantillons, ça ne reflète pas le nombre exact de parasites qu'on retrouve dans l'animal. Ça devient encore plus important si nous avons des parasites qui sont capables de rentrer en état de dormance pendant l'hiver. Donc, les parasites qui sont logés dans la caillette des moutons vont ralentir son métabolisme. Ils vont rester comme endormis jusqu'à un bon moment pour se développer va arriver au printemps. Donc, ça fait que si on fait des tests de coproscopie pendant l'hiver, ça se fait que s'il n'y a pas un problème immunologique grave ou des autres maladies concomitantes, on ne serait pas capable de détecter la vraie charge parasitaire des vers rondes. Donc, ça nous amène à un petit conseil pratique que je vais partager avec vous. Donc, je vous recommande fortement de faire une coproscopie des animaux, soit de façon individuelle ou de poule, comme on a expliqué dans la première capsule, pour bien surveiller les parasites qui vont rentrer dans la bergerie. Et une fois il arrive le printemps, donc les premières coproscopies, vous les ferez à la fin de l'automne, début de l'hiver, quand les températures commencent à chuter. Et vous ferez la deuxième quand les animaux vont sortir, donc début de printemps. Et comme ça, vous allez voir les différents parasites qui vont être présents dans vos animaux et les risques soit de développer la maladie ou de contaminer les pâturages.
Et comme vous imaginez, c'est très différent de faire l'interprétation des résultats si on parle des parasites protozoaires, si on parle des nématodes, donc des vers rondes. Donc je vais commencer pour vous expliquer comment on exprime les résultats dans le cas des protozoaires. Donc quand on vérifie la présence des protozoaires dans les différentes lames de microscopie, on va donner un score, une valoration soit négative, c'est une absence totale de protozoaires. On va donner une valeur de 1+, de plus ou 3+, pour chaque espèce protozoaire présente. Donc ces valeurs, en plus, représentent qu'on va trouver de 1 à 10 parasites protozoaires dans nos chambres d'études. Si on trouve plus, on peut aller de 11 à 100 et on va donner 2+. Et finalement, si on trouve plus de 101, on va donner un score de 3+. Donc ça, c'est très important pour les traitements parce qu'un animal qui a une présence de 1+, peut-être il n'aura pas besoin d'un traitement s'il n'a pas de autres maladies concomitantes ou un système immunitaire fonctionnel. La façon d'identifier les vers ronds, c'est complètement différent à celui-là qu'on vient de parler pour les protozoaires. Donc, chez les vers ronds, comme vous savez ici dans ce tableau, on va retrouver certaines espèces au Québec. Il y a vraiment plus ailleurs, mais au Québec, on aurait 5 espèces quand même fréquentes. Mais les deux les plus importants vont être Haemonchus contortus et Osteortagia osteortagii. Donc, comme vous voyez dans le tableau, Haemonchus contortus, c'est un des deux les plus pathogènes, même si la charge parasitaire n'est pas trop élevée, donc le nombre de parasites qu'on va retrouver est dans nos échantillons. Et si on voit la ponte, donc le nombre de œufs qu'une femelle adulte va produire, on peut voir qu'Haemonchus contortus va aller entre 5 et 10 000, donc c'est pas mal élevé. Par contre, il y a des autres parasites comme Copperia, que vous savez aussi dans le tableau, qui produisent plus de œufs, mais sa présence n'est pas préoccupante parce qu'ils ne sont pas en pouvoir pathogène comme dans le cas des Haemonchus contortus. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'animal pour être capable de proposer un bon traitement. Encore plus important, c'est savoir les différents parasites s'ils peuvent survivre à l'hiver dans le champ. Donc vous savez, Haemonchus, même s'il est très pathogène, il est très présent, mais il n'est pas capable de survivre à l'hiver à l'extérieur. Si on regarde Osteortagia, elle est très capable de survivre, donc la contamination des pâturages devient encore plus importante. Finalement, comme on avait parlé de la capacité de dormance des parasites, tous les parasites qui sont présentés dans le tableau sont capables de devenir inhibés, donc endormants, à l'intérieur de l'animal. Donc ça se fait que si vous faites des tests pendant l'hiver, vous n'allez pas retrouver des œufs de ces parasites. Et par contre, quand vous allez sortir au pâturage à l'extérieur avec les changements d'humidité, de lumière, de température, les parasites vont se réveiller et la production d'œufs va se reprendre et vous allez voir même des signes cliniques et des grosses quantités d'œufs dans les selles. Donc, la question finale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les résultats des laboratoires? Donc, de façon générale, vous allez avoir le nombre de œufs par gramme d'échantillons de sel que vous avez envoyé au laboratoire. Et avec ces données, vous pouvez planifier des traitements ou des suivis plus rapprochés. Donc, vous avez ici un petit tableau, une espèce d'aide-mémoire qui va vous permettre de suivre votre troupeau dans le temps. Donc, si vous savez moins de 100 œufs par gramme, ça, c'est vraiment pas préoccupant. Donc, s'il n'a pas de signes cliniques, s'il n'a pas d'autres maladies, il n'y a aucun risque pour la santé des animaux. Par contre, si vous tombez dans la section de 100 à 500 œufs, vous êtes déjà dans une région de risque moyen. Donc, vous devrez faire des tests plus rapprochés donc, pour voir si la charge parasitaire totale des animaux est en train de monter ou il se tient dans le temps. Donc, ça va vous permettre de savoir si l'animal, avec son système immunitaire, est capable de tenir ces charges parasitaires. Finalement, si vous retrouvez plus de 500 œufs par gramme, vous êtes dans une zone de risque élevé, je dirais. Donc, ça serait bien de commencer à penser à différents traitements avec des vermifuges et à faire des tests avant et après traitement pour être certain que vous vous débarrassez des problèmes qui attaquent vos animaux. Après ces 2 capsules, vous êtes équipé avec les outils nécessaires pour faire une bonne gestion de votre troupeau et savoir quel test diagnostic vous devrez prioriser, quand et aussi comment interpréter les différents résultats qu'on va vous fournir. Encore, si vous avez besoin de plus d'aide, plus d'informations, vous pouvez aller vers notre site web, le site de services diagnostiques, ou sinon vous pouvez prendre toutes les informations dans cette belle guide que nous avons préparée pour vous.